les Béninois de la diaspora. Sur Diaspora FM, retrouvez désormais ces Béninois qui sont partis pour diverses raisons, qui continuent toujours de rêver grand pour leur pays. Les Béninois de la diaspora sur Diaspora FM, la 102.3. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à votre émission Les Béninois de la diaspora. Aujourd'hui, c'est pas d'un Béninois qu'il s'agit, mais d'une Béninoise. Bonjour. Bonjour. Si on vous demandait de vous présenter à nos auditeurs. Je suis Sinatou Saka et je suis une journaliste béninoise à Radio France Internationale. Ah voilà, Sinatou Saka, il nous voit qu'on a dépêché un matin sur un magazine, une chronique, je sais pas. Alors dites-nous un peu, comment vous êtes parti du Bénin, pourquoi ? Alors, je suis partie du Bénin en 2013, après une licence en droit à la faculté de Calavi, à l'UAC, et ensuite avec aussi une licence en communication stratégique que j'ai fait à IRGIB Africa, qui est une université privée à Cotonou. Ça, c'est un coup de pub. J'en profite. Je veux passer par le service commercial. Je sais d'où je viens. Ouais. Et donc, vous êtes partie... Et donc, enfin, après ces deux licences, je suis partie en France continuer mes études de journalisme. D'abord à Grenoble pour faire un master recherche, information et communication, et ensuite à Paris pour faire un master de journalisme au Centre de formation des journalistes à Paris. Voilà. Mais vous étiez parti de Cotonou avec une licence en droit et vous bifurquez rapidement sur le journalisme. Alors, je suis partie de Cotonou avec deux licences en réalité, une licence en droit et une licence en communication. Tout à fait. Et ensuite, voilà, je décide pour des raisons qui sont en fait très anciennes, parce que je pense que depuis la classe de 5e, je savais qu'il allait devenir journaliste. Donc, dans ma tête, c'était très très clair. En fait, cette licence de droit était même pour devenir journaliste, parce que la formation de journaliste était très pratique. Et j'avais envie d'avoir un fond, d'avoir de la théorie en quelque sorte dans un domaine, et le droit me semblait très juste. Voilà. Donc ça a été juste l'entrée en matière. Exactement, ça a été l'entrée en matière, et ça a été aussi, je pense, une belle base en fait finalement pour aller plus loin. Et pourquoi après votre formation, vous n'êtes pas revenu au pays travailler? Ce n'est pas trop tard. Allez, ça vous fait rire. Ce n'est pas trop tard. Vous riez de notre galère alors? Absolument pas. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire ici, évidemment. Alors, vous, après votre formation, quelles ont été les suites? Qu'est-ce que vous avez dû affronter pour vous retrouver aujourd'hui à RFI? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de grâce, comme on dit au Bénin. Je pense que j'ai rencontré des belles personnes après ma formation. Donc j'ai passé un concours en réalité pour entrer dans cette formation qui reste quand même très sélective. C'est une école de journalisme reconnue par la profession, le CFJ. Donc il y en a 13 en France. Donc la France, c'est 60 millions d'habitants. Il n'y a que 13 écoles qui sont reconnues. Donc chacune d'entre elles sont très très sélectives. Donc j'ai passé un concours pour rentrer dans l'une de ces écoles. Et ensuite, j'avais évidemment un objectif à atteindre. J'avais très envie de rentrer à RFI, mais je ne savais pas comment rentrer à RFI. D'accord. Et puis, comme beaucoup de Béninois, je connaissais cette chaîne, je connaissais la grille par cœur. Et puis ensuite, j'ai commencé par un stage. J'ai eu la chance d'y entrer par un stage grâce à des personnes que je connaissais qui travaillaient en interne. Et puis voilà, après le stage, on m'a proposé de rester parce que j'avais multiplié les initiatives au sein de l'entreprise et que on va dire, je représentais une certaine valeur ajoutée peut-être. Alors, du coup, quelle a été la spécialité? Parce que être journaliste, ok, mais aujourd'hui, j'imagine, c'est plus évasé, c'est beaucoup plus aigu maintenant. C'est une très très bonne question parce qu'évidemment, il y a des milliers de journalistes qui sortent d'école tout le temps, et moi je dis souvent à ceux et à celles qui sortent que ce qui fait la différence, c'est évidemment cette spécialité qui est très très importante. Moi, avant de partir du Bénin, je faisais partie d'une communauté de jeunes geeks, on va dire. Donc, j'ai créé mon blog en 2011. Il y avait absolument pas encore de blogueurs au Bénin. Tout à fait. Et je pense que j'étais déjà bien baignée dans une communauté, dans un écosystème numérique. Je connaissais des acteurs qui bossaient dans cet environnement-là. Et je pense que je suis partie en France aussi avec cette connaissance-là. Donc, ma
spécialité, pour répondre précisément à votre question, c'est de traiter, en tout cas, de montrer, de faire entendre à RFI des voix de ces jeunes entrepreneurs, start-upers qui utilisent le numérique pour changer la communauté. Start-up, ça t'a dit quoi? Alors, une start-up, je conviens, c'est un mot valise aujourd'hui, mais en termes clairs, c'est une jeune entreprise qui bosse ou pas dans le numérique. C'est une jeune pousse, en quelque sorte. Je pensais que c'est une entreprise qui est peut-être en vogue, qui s'élève. On va dire qu'elle a du potentiel. Pour faire une traduction littérale, start-up. C'est une entreprise qui a du potentiel, qui a effectivement une solution innovante. Mais en réalité, aujourd'hui, on va avoir plein d'entreprises dans l'agriculture, par exemple, qui n'ont absolument rien à voir avec le numérique, mais qui sont considérées comme étant des start-up parce qu'elles ont du potentiel de développement important. Alors, ces entreprises pourraient alors recevoir comme plus-value peut-être le côté numérique comme formation? Alors, ces entreprises, en réalité, il y en a qui choisissent d'utiliser le numérique pour toucher de nouveaux clients, en quelque sorte. C'est celle-là dont je raconte l'histoire souvent. Et il y en a d'autres qui choisissent d'utiliser le numérique pour complètement transformer leur activité. Je pense par exemple à des agriculteurs qui vont utiliser le numérique pour avoir les derniers cours, trouver des nouveaux clients, par exemple. Et en fait, c'est ce genre d'initiative, ce genre d'entreprise qui, évidemment, rencontre aussi beaucoup de difficultés dans un continent où le Internet reste encore très très cher, reste encore très peu accessible au plus grand nombre, mais qui vont croire, et à juste titre en tout cas à mon avis, que le numérique pourrait leur permettre de se développer. Alors Sina Toussaka, à vous entendre, vous êtes donc à la promotion de ces entreprises qui naissent et qui veulent grandir. Alors comment obtenez-vous la matière? Comment réussissez-vous à en choisir qui vous intéresse? Quels sont les critères? Alors la promotion, je dirais pas que je fais de la promotion de ces entreprises parce qu'en réalité, faut la faire connaître. Alors oui, évidemment, voilà. Mais la promotion pour moi c'est un terme un peu commercial qui fait pas du tout partie de mes compétences. Ah ouais. Donc je fais pas de la promotion. On va dire que évidemment, effectivement, je les mets en avant. Mais je ne manque pas de préciser aussi leurs failles parce qu'en fait il y en a beaucoup. C'est justement ça le jeu qui ont des failles. C'est pour les aider en fait. C'est ça, c'est en fait pour montrer qu'il y a en tout cas, moi je l'assume complètement, un continent qui bouge. Parce qu'on a longtemps décrit l'Afrique comme un continent misérabiliste, etc. Donc les gens ne bougent pas, ils réfléchissent pas. Voilà, et donc moi j'assume que je mets en avant en tout cas une jeunesse qui essaye de s'en sortir tout simplement, mais qui encore a besoin de travailler un peu plus pour répondre aux réels besoins de la communauté. Ce que je peux remarquer souvent, c'est qu'on va être dans des entreprises qui copient en fait ce qui se passe à l'étranger. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, je vais évidemment les mettre en avant, mais ce que je recherche pour répondre à vos critères, ce n'est pas une entreprise qui copie une innovation qui se passe en France ou aux États-Unis, mais c'est une entreprise qui répond à un besoin spécifique des communautés en Afrique. D'accord. Et c'est en répondant à ce critère-là que je vais m'intéresser à vous. Pas parler de vous, mais m'intéresser à vous, et puis ensuite rentrer dans une phase d'enquête pour interroger vos clients, pour interroger vos investisseurs, par exemple, et aussi des gens histoire d'avoir la perception, en fait. Histoire d'avoir l'utilité, parce qu'en fait, moi je distingue souvent le journalisme et la communication sur une seule base, dans quelle mesure ce sujet-là va répondre à l'intérêt général et va pouvoir servir aux gens qui nous écoutent finalement. Génial. Mais alors, vous en rencontrez beaucoup qui soient un peu dans ces critères-là? Il y en a de plus en plus. Je dois avouer que depuis 5 ans, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés au début, on va dire quand je suis rentrée à RFI, qui n'existe plus. Hein, ça c'est une réalité. Il y a 90% des startups qui ferment, tout simplement, qui échouent. Ah mais pourquoi? Je pense qu'il y a d'abord une question de persévérance. En Afrique, c'est très difficile de résister longtemps. Et donc, pour moi, c'est l'une des raisons principales qui fait que, en fait, ça ne fonctionne pas. Ou bien, on n'a pas suffisamment bien identifié le besoin à la base, une fois encore.
Parce que quand le besoin, il est bien identifié, il n'y a pas de raison qu'à long terme, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fintech. Et je suis très consciente du fait qu'au départ, il y a 5 ans, quand on parlait de fintech, on n'y croyait pas. Mais quand on voit l'explosion du mobile money, typiquement au Bénin, toutes les startups qui rentrent dans ce sillon-là ont des chances de prospérer et de devenir des grandes entreprises parce que des bonnes dames, des bonnes commerçantes du marché dont on parle brassent des millions sur ces plateformes-là. Et c'est ça, en fait, répondre à un besoin. C'est permettre à des commerçantes de pouvoir faire du business grâce à un service qui leur est utile. Alors, cette désillusion-là dont vous parlez, puisqu'il y a beaucoup quand même qui disparaissent, est-ce que c'est pas une autre matière à travailler aussi? Évidemment, je pense qu'il faut raconter à la fois les réussites et les échecs, parce qu'elles peuvent aussi inspirer d'autres entrepreneurs qui arrivent. Après, je pense qu'il faut, comme pour tout, trouver une nuance. En fait, c'est très difficile de raconter que les réussites et que les échecs. Moi, le travail que j'essaye de faire, c'est pendant que je traite une entreprise, de raconter l'envers du décor, en fait, à chaque fois. Alors, tout votre travail, comment dire, quel est l'effet, quel est l'impact quand vous diffusez, par exemple, une émission, en tout cas une de vos chroniques sur une start-up, quel est le reçu généralement? C'est très difficile de mesurer l'impact, en tout cas d'en parler de manière explicite, parce que tout simplement, je vais pas m'enorgueillir ici, mais ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui commencent à croire que c'est possible, qui commencent à envisager que le rêve est possible, et ce n'est pas anodin dans un continent où beaucoup partent parce qu'ils ne peuvent plus rêver. Donc, je pense que la première chose, c'est un travail sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais moi, je commence à entendre des jeunes qui vont découvrir d'autres jeunes qui font des choses imparfaites, mais qui vont commencer à rêver dans ce continent. Et je crois que c'est le premier impact. C'est-à-dire que ce n'est pas un impact concret tout de suite, mais c'est un impact qui commence à changer les imaginaires. Je pense que c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il y a évidemment ces jeunes qu'on met en avant qui commencent à croire qu'on commence à les reconnaître, à reconnaître leur importance sur le terrain. Et je pense que c'est important aussi quand on diffuse un sujet sur RFI et que des autorités du pays découvrent en fait cette initiative et appellent ce jeune. Je pense que finalement, c'est à ça qu'on sert. C'est d'attirer l'attention finalement des autorités sur des initiatives qui existent dans leur pays et qui sont les seuls à propulser en réalité. Vous avez des retours de ces genres de personnes? Par exemple, vous diffusez un élément sur quelqu'un dont, l'État l'appelle et commence à lui faire les conditions pour le développement de son affaire. Est-ce qu'ils ont quand même le réflexe de vous faire des retours pour dire, écoutez, votre votre coup de pouce, a quand même servi à quelque chose? Oui, alors pas tous évidemment, mais moi j'ai déjà eu beaucoup de retours de jeunes effectivement qui m'ont dit qu'ils ont acquis une certaine crédibilité, une certaine légitimité. C'est dommage, c'est dommage d'attendre que RFI en parle avant d'acquérir de la légitimité. Écoutez, c'est son rôle, Évidemment. C'est son rôle, parce que s'il restait dans son bas quartier, qu'il saurait et qu'il le reconnaîtrait. Oui, mais moi, dans un monde idéal, on aurait voulu que les autorités fassent ce travail-là, de repérer des talents. Elles peuvent pas être partout. Partout à la fois non plus. Mais on peut pas être partout non plus. Donc du coup, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs qui me disent qu'ils ont eu accès, par exemple, à des hôpitaux parce qu'ils faisaient des applications autour de la télémédecine et que suite à une mise en avant de RFI, le ministre de la Santé les a appelés pour essayer de voir comment ils peuvent déployer ce service-là dans l'hôpital central du pays. Et ça, c'est des retours qui sont certes minimes, mais en fait qui permettent, en tout cas moi, qui me permettent de me dire c'est à ça que je sers et c'est là que je suis utile. Et vous faites quelque chose. Oui, tout à fait. Alors parlons maintenant, on a assez quand même parlé de cette activité-là, il y a tellement de questions, on ne veut pas en sortir, mais il faut quand même aller à la découverte de vous-même. Votre vie à RFI, comment elle se passe? Alors c'est une question très très large. C'est une question très très large. Je sais pas comment y répondre de manière précise, mais je dirais que je m'y sens plutôt bien. C'est une entreprise bienveillante avec bienveillante. Oui.
honnêtement. Je fais très attention aux mots que vous utilisez. Non, j'ai la chance d'être... RFI, c'est une grande entreprise. Hein. En fait, on est dans la même maison que France 24. Donc, c'est une grande maison. Je suis incapable de dire que je connais tous ceux qui travaillent à RFI. C'est sûr. Mais dans mon équipe, j'ai la chance d'être dans une équipe qui est en fait à direction des environnements numériques. Et vraiment, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est vraiment à l'écoute en fait des uns et des autres, des besoins des uns et des autres. Et où l'environnement de travail, bon là c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup télétravaillé. Ah ouais. Pas cette année de Covid. Exactement, on a beaucoup travaillé de la maison, mais on commence à reprendre tout doucement. Et c'est vrai que voilà, c'est une ambiance qui est vraiment assez, on va dire sympathique. En tout cas pour de ma propre expérience. Après, c'est comme dans tous les boulots, il faut apprendre à connaître les tempéraments de chacun. Il faut apprendre à dealer finalement avec les personnalités des uns et des autres. Apprendre à être à l'écoute aussi de ce que l'autre veut te dire. Et puis toujours essayer de trouver un compromis. Voilà. La chaleur humaine. Elle existe? La chaleur humaine. Oui, enfin, après, une chose est sûre, ça reste un cadre professionnel. En la réalité, tu viens pas au boulot pour te faire des amis ou pour chercher une famille. C'est clair. Même si tu y passes beaucoup de temps. Mais on va quand même pas non plus s'ignorer comme des animaux. Non, absolument pas, non. C'est pour ça que je parle d'un cadre bienveillant pour ce qui concerne mon équipe. Mais ma famille, elle reste ma famille au Bénin, par exemple, quoi. Voilà. Après, j'ai des amis qui travaillent avec moi. Mais voilà, c'est un cadre professionnel. Si on arrive déjà à bien s'entendre, ce serait déjà pas mal. Alors, Sina Toursaka, est-ce que de votre expérience, la vie aujourd'hui d'un Béninois, d'une Béninoise en France, est plutôt aisée ou malaisée? Alors, je vais absolument pas généraliser. Je ne peux absolument pas répondre à cette question de manière simple ou binaire aussi. Je pense que chacun vit sa propre expérience. Je pense qu'on fait tous face à des difficultés et à des joies aussi, évidemment. Donc je vais pas dire que voilà, la vie elle est aisée ou elle est pas aisée. Je pense que c'est comme dans tous les pays en fait finalement. Il y a des personnes qui ont une vie très difficile clairement parce qu'ils ont un environnement de travail toxique par exemple. Il y a des gens qui ont une vie finalement plutôt sympa, mais voilà, ce que je sais, c'est ce qui me concerne finalement. L'expérience personnelle. C'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a très tôt appris à m'adapter, donc je m'adapte. Simplement. Simplement. Alors la vie avec les autres Béninois de l'extérieur vivant en France comme vous, est-ce que vous avez une vie? Est-ce que la communauté se retrouve généralement ou bien c'est chacun pour soi? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement en ce moment une dynamique de la représentation béninoise en France. Moi, j'ai été plusieurs fois invitée à l'ambassade pour des événements. Dernièrement, ils m'ont invité pour la sortie du livre Le goût de Cotonou, qui est un livre écrit par une chef béninoise en France, et qui est un livre très apprécié, écrit par qui vous replonge un peu dans l'appétit béninois. Exactement. Donc, du coup, j'y étais pas malheureusement parce que j'avais d'autres obligations, mais voilà, il y a souvent ce type d'invitation-là pour se retrouver autour d'une personnalité qu'on veut célébrer aussi, et qui permet de rencontrer d'autres Béninois là-bas. Donc, je pense qu'il y a un dynamisme aujourd'hui. Peut-être que je connaissais pas trop les autres les précédents ambassadeurs, mais aujourd'hui je sens qu'il y a une volonté en tout cas de se retrouver plus souvent. Il y a aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de Béninois qui vivent là-bas qui prennent part à ce genre de rencontres et autres? Est-ce qu'on sent quand même de l'adhésion de la part? J'y suis pas allée assez souvent pour répondre, mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de groupes WhatsApp par exemple où on rencontre, où vraiment il y a des Béninois de la diaspora qui se regroupent. Typiquement, je sais que je suis dans un groupe et par exemple ils sont en train d'organiser une grande activité pour le 1er août, activité que je vais J'allais en venir. Oui, c'est ça. Puisque je sais que c'est un repère quand même que les Béninois de l'extérieur ne ratent pas. C'est l'une des rares occasions autour desquelles ils se retrouvent. Oui, et en fait là c'est la 2e édition, je crois que ça s'appelle le festival Wa Bénin. Et la première édition, j'y étais, c'était une édition complètement réussie. Il y avait des stands, il y avait des défilés,
chanter, il y avait de la musique, et c'était hyper intéressant. De la musique béninoise, je de la présume. musique béninoise, évidemment. Et donc, du coup, là, ils vont refaire une deuxième édition. Je sais qu'il y a des initiatives similaires aussi en Belgique. Okay. Et c'est des initiatives qui vont continuer à exister, et c'est important aussi. Alors, Sinatou Saka, c'est très vite passé, hein, comment dire, mais on a quand même encore quelques minutes, hein, pour parler un peu de vous-même. Marié, enfant, c'est encore à venir tout ça. Est-ce que je préfère, je peux garder cette question et ne pas y répondre? Oui, c'est votre droit le plus absolu. Sauf Merci que beaucoup. Les auditeurs de Diaspora FM aiment quand même avoir le maxi. Je préfère ne pas donner cette information. D'accord, c'est pas grave. Mais alors, vous avez des projets pour le pays ou en France? On est très nombreux à avoir des projets pour le Bénin parce qu'on y est très très attachés. Moi, j'ai beaucoup d'amis béninois avec lesquels je parle souvent à Paris, et je sais que tous, autant que nous sommes, on a beaucoup de projets de retour, définitifs ou non, ou même de projets ponctuels au Bénin. Donc, je fais partie de ceux qui ont ce type de projet-là. Pourquoi pas autour du journalisme au Bénin, pour un peu encourager le journalisme de qualité, par exemple. Et pourquoi pas aussi autour de production sonore, pour mettre en avant, comme je vous le disais un peu avant notre interview, toute la richesse culturelle du pays, qui mérite d'être connue au Bénin, mais surtout à l'international. Et donc, tout ceci pourra être mis en route dans quel délai vous y avez pensé? Tout ceci, alors c'est très difficile, je peux pas m'engager sur un planning ici et maintenant, mais en tout cas, cela va se faire incessamment sous peu. Alors, est-ce qu'il y a des projets aussi d'échange? Parce que beaucoup de Béninois vous suivent actuellement et ont peut-être les mêmes envies que vous, les mêmes objectifs. Qu'est-ce que vous leur direz si on vous demandait de conseiller? Alors moi, comme je disais, j'ai été élevée dans une famille qui est Yoruba, et du coup on reste très très attaché à notre pays. Donc je dirais la première chose, c'est évidemment quelque chose que moi on me répète souvent: n'oublie pas d'où tu viens. Et je pense que je dirais ça d'abord. On peut pas oublier d'où on vient, parce que sinon c'est pas où on va. Donc ce serait le premier conseil. Il y a évidemment plein de personnes en France particulièrement qui ont envie de faire des choses avec des Béninois. Donc il faut les trouver. Il y a de plus en plus d'appels à projets qu'il faut essayer d'aller chercher, ne pas avoir peur d'aller chercher. Et puis ensuite, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même très très importante, c'est de ne pas être pressé. Vraiment, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des startups qui décèdent, qui échouent au bout de 2-3 ans. Ouais. Je pense que c'est le cas. Faut être persévérant. Je pense que c'est le cas dans tous les projets qu'on peut entreprendre, et c'est valable dans tous les domaines. Il faut savoir être patient et rester longtemps. Voilà. Patient, rester longtemps, mais si à chaque coin de rue, c'est l'échec, que faut-il faire? Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est savoir s'entourer de bonnes personnes. Ça compte. On peut pas y arriver seul. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. C'est impossible d'y arriver seul. Faut pas croire qu'on quitte l'Europe et qu'on va venir apprendre la vie aux gens sur place. Ce n'est pas possible. Ils vivent très bien sans nous. Ah ouais? Donc, oui, il y a des compétences au Bénin, et moi, je sais les reconnaître. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui sont au Bénin, qui ont envie donc, aussi de faire quelque chose. Il faut faire un bon casting. Il faut faire un bon casting. Tant ceux qui doivent travailler sur le projet que les partenaires. Exactement. Et ne pas hésiter, c'est quelque chose qui est très très important, à accepter de former les gens aussi sur place. C'est-à-dire, venir dans une démarche d'humilité, parce qu'il y a beaucoup de compétences au Bénin. Et 2, si on n'est pas satisfait du travail qui est fait, accepter de les former et de donner un peu, mais toujours rester dans une démarche d'humilité. C'est très important. Donc l'humilité est quand même l'élément fondateur. Exactement. Pour moi c'est crucial, parce que il y a eu beaucoup trop de Béninois de l'étranger qui ont cru en rentrant que le pays les attendait. Non, le pays n'attend pas en fait. Il y a des gens qui sont là, et heureusement qu'ils sont là, qui font des choses et qui nous permettent nous de revenir et de croire que c'est possible aussi. Donc après,
c'est difficile de trouver des personnes de qualité. Hein. Je dis pas que tous les Béninois... Comme l'autre. Hein. mais je pense qu'il y en a. Moi, j'y crois. Des airs de compétence. Je n'irai pas jusque-là, en tout cas. Mais il y en a quand même. Je dirais pas qu'on a un désert. Sinatou Saka, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. J'espère simplement qu'on pourra avoir d'autres occasions pour parler encore des sujets importants, surtout j'espère aussi. Le domaine qui est le vôtre, qui est encore plein de mystères. Mais en guise de conclusion, qu'est-ce que vous allez dire pour donner aux Béninois l'envie? Parce qu'il y a beaucoup qui, comment dirais-je, n'arrivent pas vraiment à aller sur le net, à travailler avec le numérique. Il y a encore un grand fossé au Bénin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Alors, je pense que déjà, c'est un choix politique, hein. Faut pas se leurrer, hein. Le gouvernement, le président Patrice Talon a créé un ministère. Oui, il y a des efforts politiques qui doivent être faits et qui doivent être faits vraiment sur tout le territoire national pour déjà permettre un accès facile à moindre coût. Il y a des efforts qui sont faits, hein, mais il faut que cela se poursuive et s'intensifie. Donc c'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Je pense qu'on veut toujours le mieux. Madame Aurélie est à l'écoute, hein. Je pense que, en tout cas, moi, je veux le meilleur pour mon pays et je pense que j'aimerais quand même pouvoir accéder à Internet à moindre coût et permettre à des gens au fin fond du Bénin de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est des choix politiques que les Béninois ne peuvent pas faire tout seuls. Ça, c'est très clair. Et puis ensuite, si je devais conclure, moi, en tout cas, de l'étranger, c'est quelque chose que je découvre et que je continue de décortiquer, c'est qu'il y a énormément de choses, vraiment une richesse culturelle importante au Bénin qui mérite d'être valorisée. Donc valorisons-la, mettons notre pays en l'honneur parce qu'elle le vaut bien, parce qu'il le vaut bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Sinatou Saka, journaliste, l'une des Béninoises de RFI, l'une des voix, la très belle voix de RFI qui était avec nous. Merci On a été beaucoup. très honorés de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup à vous. Je crois que, en tout cas, ce sera la porte reste ouverte. C'est chez vous, revenez quand vous voulez et faites-nous signe. On se fera le plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. À très bientôt. Les Béninois de la diaspora. Sur Diaspora FM, retrouvez désormais ces Béninois qui sont partis pour diverses raisons, qui continuent toujours de rêver grand pour leur pays. Les Béninois de la diaspora sur Diaspora FM, la 102.3.